Frédéric Urbain, Université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Je travaille dans une unité de douleur où actuellement on voit beaucoup de gens qui ont mal tout le temps et on se pose la question de leur propre curseur, au point de se demander s'il n'y a pas une maladie du curseur bas. Est-ce que ça ne pourrait pas se définir également chez les chochottes dont vous parliez ? Non, mais tout à fait. C'est bien le problème, c'est que la subjectivité, là, en l'occurrence, est telle qu'effectivement, le curseur, la subjectivité, c'est juste de dire à la fois du patient et à la fois du médecin. La double subjectivité fait que, de toute manière, en tout cas, si je peux dire une conviction personnelle, c'est que on ne peut pas quantifier avec un chiffre une douleur. C'est une résultante telle que c'est totalement réducteur de ne mettre qu'un chiffre dessus. Henri Partouche, Université Paris Descartes. Vous avez dit que pour évaluer, moi je dirais plutôt la souffrance, je suis là, voilà. Pour évaluer la souffrance psychique plutôt que la douleur, parce que c'est une souffrance et pas forcément une douleur, il fallait rentrer en résonance qu'il y avait de l'intersubjectivité, et l'intervention du philosophe auparavant a distingué ce qui était physique du psychique. Nous, les médecins généralistes, on a accès au psychique. On a accès au psychique par des signes indirects qui sont l'état de l'appartement quand on va en visite à domicile, le comportement vestimentaire, la gestuelle, le comportement tout simplement. Et donc, je pense qu'on a des éléments pour évaluer la souffrance psychique et il faut les utiliser en médecine générale. Je voulais avoir votre point de vue. Je suis absolument d'accord. Il y a toute une kyrielle d'éléments à prendre en compte. Mais ce que je voudrais peut-être juste ajouter, c'est qu'il y a les éléments que vous prenez en compte consciemment. Vous remarquez l'état de l'appartement, vous remarquez le vécu d'angoisse dont le patient peut témoigner, vous remarquez. Et puis il y a toute une énorme autre kyrielle d'indices que vous recevez sans même que ça devienne conscient et qui vont participer à la détermination de votre proposition thérapeutique à la sortie. Mais c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que là aussi, c'est une résultante de tout un ensemble, un certain nombre de choses qui peuvent être conscientes, un certain nombre de choses qui ne le sont pas. Et évidemment qu'en tant que psychanalyste, j'ai tendance à penser que les éléments qui ne sont pas conscients participent bien plus que les éléments conscients dans vos choix ensuite thérapeutiques. Donc juste vous demander peut-être parfois qu'est-ce qui s'est dit sans que je le sache, ça pourrait être une interrogation intéressante. Merci. Philippe. Philippe Binder, Poitiers. Moi, j'ai abordé ces questions depuis quelques années à partir des phénomènes d'addiction. J'ai bien aimé l'intervention du philosophe, mais qui quand même relève de philosophes effectivement du XVIIe, XVIIIe siècle, où la dualité était quand même très importante. Je trouve que si on pouvait caricaturer la dualité que vivent nos patients, c'est le niveau d'envahissement qui a été un petit peu évoqué par l'intervenant suivant. Et une de mes préoccupations à moi, c'est de mesurer le niveau d'envahissement de ma liberté psychique d'être, d'agir et de choisir. Ce qui est très facile, enfin qui est plus aisé chez un addict, parce que les gens arrivent et disent « Docteur, aidez-moi, je n'arrive plus à m'empêcher de manger, boire, battre, fuir, voilà. » Pour cela, ce niveau d'envahissement de la mer qui monte, je m'aide, moi, en essayant de repérer deux indices. Les gens qui travaillent en mode de barrage et ceux qui travaillent en mode de bateau. Ceux qui travaillent en mode de barrage montent des barrières qui sont efficaces, mais qui ne peuvent pas monter jusqu'au ciel.
alors que ceux qui développent un mode de fonctionnement en bateau pourront monter jusqu'au ciel. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Noé. Et dans ce travail, je me plais à repérer, pour ne pas être perdu, ce qui ressort du besoin, du désir et du projet. Le désir étant pour moi un besoin éduqué, et le projet étant pour moi un désir réfléchi. Je vous remercie. Merci Philippe. Éric, est-ce que tu voulais faire un commentaire? Vous avez raison de souligner que le dualisme que j'ai décrit, celui de Descartes et de Spinoza, évidemment très ancien, je ne partage pas en revanche l'idée que le dualisme, ce dualisme-là, qui remonte à quelques siècles, n'est plus d'actualité aujourd'hui. Je crains au contraire que ce dualisme n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. La montée du courant philosophique et idéologique du transhumanisme, du post-humanisme, l'importance aujourd'hui dans nos sociétés de la chirurgie esthétique, le culte du corps, de la beauté, montre bien que finalement, c'est à travers le corps que la personne essaie de se réaliser le plus possible. Autrement dit, le corps vécu simplement comme un réceptacle d'une subjectivité, d'une singularité, et le corps sert ici à extérioriser, à rendre visible le plus possible ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour pouvoir avoir cette pensée-là, il faut être dans une stratégie très dualiste finalement. Les transhumanistes, quand ils évoquent l'idée de transférer la mémoire ou une conscience dans un ordinateur, ce sont des recherches à la Silicon Valley qui sont réalisées actuellement, donc c'est vraiment des choses qui sont à prendre très au sérieux, et typiquement, s'inscrit typiquement dans le dualisme cartésien ou spinoziste que j'ai décrit tout à l'heure. Donc je pense au contraire que l'ensemble des recherches qu'il y a en neurosciences aujourd'hui, en tout cas très massive, une grande majorité de ces recherches en neurosciences, au contraire sont des recherches sur un fond philosophique et très humaniste. Vous posez pas la question, mais vous avez un commentaire sur la liberté de la volonté. C'est une question qui est extrêmement importante, et quand on parle aujourd'hui de santé mentale, ou qu'on s'interroge sur les critères pour repérer la santé mentale, ou repérer quand une personne ne va pas bien sur cet aspect-là, c'est évidemment la question de la liberté de la volonté, nous on appelle ça la liberté de la volonté en philosophie morale, est extrêmement importante quand nous avons aujourd'hui un système législatif qui permet à une personne de prendre la décision d'arrêter ses traitements au risque de provoquer son décès. Si on nous projetait dans un futur plus ou moins proche, on peut imaginer qu'il n'est pas improbable qu'en France, nous développions un cadre légal de l'assistance médicale à mourir, comme c'est pratiqué en Suisse, comme c'est pratiqué en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, à l'État de l'Oregon, à Washington, etc. Ici, pouvoir déterminer si la volonté de mourir est une volonté libre est absolument fondamental. Une des dernières euthanasies en Belgique qui a été pratiquée et qui a fait source pour une polémique, c'est une jeune de 16 ans pour qui on a accepté la requête d'avoir recours à l'euthanasie, tout simplement pour un trouble mental. La question se pose aussi sur d'autres pathologies, comme la maladie d'Alzheimer, où évidemment nous n'avons pas à un moment une rupture nette et brutale des capacités cognitives de la personne, ou au contraire c'est une évolution lente. Et la question se pose notamment de savoir, c'est une personne qui souffre de démence, qui aurait écrit des directives anticipées réclamant que l'on pratique une euthanasie le jour où elle ne serait plus en mesure de prendre la décision par elle-même. Mais il y a des fenêtres de lucidité. Et dans certaines fenêtres de lucidité, sa personne dit « Surtout, ne respectez pas mes directives anticipées ». Donc là, nous sommes vraiment sur les défis des prochaines années, et vraiment d'éclaircir comment être capable de repérer quand un patient s'exprime, que c'est bien lui qui s'exprime, que ce n'est pas une volonté qui est sous pression, etc. Lui-même l'ignore. Voilà. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question. Moi, je m'adresse donc au docteur Fournoret, représentant des sciences humaines et sociales. Ah, ça me fait plaisir. Docteur Fournoret, je crois que c'est la première fois dans une conférence qu'on m'appelle comme ça, en plus au milieu de médecins. Merci. Je vais passer un week-end grâce à vous. Extraordinaire. Et vous êtes où d'abord? Je suis là. Ah, voilà. Je suis donc Ariane, je suis interne à Créteil. Moi, je me pose la question par rapport aux soins autour de la santé mentale, autour de la maladie mentale, sur l'état des lieux en France de
philosophie du normal et du pathologique quand on commence justement à aborder ces questions de la maladie mentale. Est-ce que vous avez des notions sur... Est-ce que par exemple les enseignements de psychiatrie clinique ou de maladie ou de médecine générale sont adossés à des enseignements philosophiques autour du normal et du pathologique, et si oui, c'est où, et sinon, est-ce que vous imaginez ça comme intéressant? Vous posez la question de la formation des futurs professionnels de santé. Je sais qu'à Lyon, on est très canguilhémien. Autrement dit, c'est une question qui est très bien abordée, notamment avec le département de médecine générale que je connais bien et qui j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de travailler. Et effectivement, ils apportent ce qu'il faut aux étudiants pour avoir des repères sur cet aspect-là. En revanche, le territoire français est très hétérogène dans les formations, dans cette coordination entre, d'un côté, les sciences humaines et sociales, et les sciences de la nature. C'est à la fois très hétérogène et très lacunaire. Et on peut appeler encore, mais je ne sais même plus comment il faut le faire aujourd'hui, pour que les institutions, jusqu'au plus haut, notamment au niveau de l'État, prennent la mesure de l'importance justement d'apporter ces repères que vous évoquez. Alors moi, je ne suis pas du tout canguilhémien, donc si vous attendez que je puisse faire un cours sur Canguilhem, j'en suis tout à fait incapable. Et les livres que j'ai écrits, je n'en parle quasiment jamais, parce que, voilà. Mais la seule chose que je peux dire, c'est insister encore une fois de plus sur l'importance que les sciences de la nature, et notamment les départements de médecine générale dans l'université et en faculté de médecine, vraiment globalement, et les sciences humaines et sociales puissent travailler ensemble. Mais ça passe par quoi? Mais ça passe par l'ouverture de postes pour des philosophes, des sociologues, des anthropologues de la santé, des économistes de la santé, qui travaillent avec ces professeurs universitaires en faculté de médecine. Là, en 6 ans, il y a eu 2 postes ouverts sur toute la France pour un maître de conférence en médecine. Donc, maître de conférence en sciences humaines, hein, voilà. Donc évidemment, mais je ne sais même plus comment on peut faire ça. Je ne peux que vous encourager en termes de lecture à lire Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique, évidemment, et ne pas négliger Foucault, Michel Foucault aussi, extrêmement important. Et je vous invite aussi à feuilleter, plus qu'à feuilleter, à explorer les travaux d'Élodie Giroux à Lyon, qui est une grande spécialiste de Canguilhem, et dont la qualité d'écriture est exemplaire de par sa capacité à rendre accessibles des savoirs parfois complexes.